Merci à tous d'être restés très tardivement. Et je me suis demandé de parler de l'endométriome, qui est l'un des sujets où on a le plus de controverses, où personne n'est sûr de rien, personne ne sait ce qu'il fait mieux que l'autre, et on ne sait pas s'il y a un traitement meilleur que l'autre. Donc on sait que l'endométriose est présente dans à peu près 17 à 44% de l'endométriome des femmes avec une endométriose, donc c'est très large, on ne sait pas très bien. Qu'il y a beaucoup d'incertitudes concernant la physiopathologie, comment il agit sur la fertilité, et que 40% des patientes avec une endométriose sont infertiles. Et lorsqu'on s'adresse à l'endométriose, ou à l'endométriome particulièrement, nous avons plusieurs options thérapeutiques. Il y a les médicaments, on en a parlé tout à l'heure, il y a la chirurgie et l'assistance médicale à la procréation. Lorsqu'on utilise les médicaments pour l'endométriose, c'est très bien, mais ici nous parlons de problèmes de fertilité. Il faut toujours garder à l'esprit qu'ils sont tous contraceptifs. Donc, aucun intérêt lorsqu'on parle de patientes désireuses de grossesse. Sinon, pour gérer certaines périodes où on doit les mettre au repos en attendant qu'elles veuillent passer à autre chose. Il y a l'assistance médicale à la procréation et elle ne s'intéresse qu'aux problèmes de fertilité, mais ne permet pas de gérer la douleur. Et il y a la chirurgie qui a l'avantage de gérer les deux, mais qui n'a pas que des avantages. Donc là, nous sommes vraiment dans des gros dilemmes et donc on doit choisir le bon moment pour intervenir chez une patiente avec le bon outil. Et la chirurgie doit venir à un moment, on en a parlé tout à l'heure en long et en large. Il y a une chose qu'on doit tout de suite dire, la chirurgie ne doit venir dans l'endométriose que pour sauver un organe, c'est-à-dire un rein, un tube digestif qui est occlu, ou lorsque la patiente est en désir de grossesse. On n'opère pas une endométriose parce qu'on l'a découverte, et moins encore un kyste endométriosique parce qu'on l'a trouvé à l'échographie chez une jeune femme de 23 ans qui est juste venue consulter pour quelques douleurs. Surtout pas l'opérer. Et quand on opère ces endométriomes, le taux de grossesse est quand même pas mauvais. On peut avoir, selon les séries, dans la méta-analyse de Hart, c'était 30%. Aujourd'hui, il y a des séries qui vont jusqu'à 50, 60%, et globalement, on considère qu'on va obtenir jusqu'à 50% de grossesse, mais il faut savoir qu'on n'opère pas que des endométriomes dans ces cas-là. Et quand on les opère, il faut toujours avoir dans l'esprit que ce qu'on est en train de provoquer, pas que des bonnes choses. Regardez, avec une réserve ovarienne avant la chirurgie, si on fait une kystectomie unilatérale, on baisse pratiquement de 40% la réserve ovarienne, et si on fait une bilatérale, on a enlevé quasiment 60% de la réserve ovarienne. C'est quand même important, 60% de la réserve ovarienne. Et ce sont des patientes qui veulent des grossesses. Et le capital, c'est la réserve ovarienne avant toute autre chose. Et plus le kyste est important, plus de 5 cm, plus cette chirurgie va être délétère pour la réserve ovarienne. Et cette diminution de la réserve ovarienne, vous allez lire beaucoup d'articles dans la littérature qui vont dire une chose et son contraire. Vous allez lire qu'on peut avoir une récupération, mais ne lisez pas seulement le début de la phrase. On va avoir une récupération par rapport à la baisse qu'on a eue en 3 mois. C'est pas une récupération qu'on avait avant la chirurgie. Donc, on a toujours une perte quand on a ça. La deuxième chose que vous allez lire, que je ne vais pas rapporter ici, c'est que beaucoup d'études de chirurgiens disent, mais quand j'opère, après tout, je vois que mon compte des follicules en trop, il est devenu bon après la chirurgie. Il a peut-être même un petit peu augmenté. Eh bien, le compte des follicules en trop, ça ne veut pas toujours dire que ces femmes vont avoir des ovocytes et une fécondation. Et quand on a cette baisse de la réserve ovarienne, ça a été démontré dans cette méta-analyse de Younis que c'est dans le temps et c'est persistant, même s'il y a une petite récupération ou une récupération parfois qui est quand même intéressante. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a une baisse importante de la réserve ovarienne, et quand on a comparé les groupes avec baisse de la réserve ovarienne liée à une endométriose opérée ou une baisse de la réserve ovarienne pour toute autre cause, quand on leur fait des FIV, eh ben, celles qui ont été opérées de l'endométriose font beaucoup moins bien et significativement moins bien que les autres. Donc, il faut faire très attention à l'impact de la chirurgie, même si elle a son intérêt. Et deuxième chose qu'il faut aussi garder en tête, pas seulement en termes de réserve ovarienne quand on opère. On a vu tout à l'heure les grands chirurgiens de l'endométriose nous dire il faut être capable d'abord de planifier qu'est-ce qu'on va opérer, donc bien bilanter nos patients et être capable de les opérer correctement
pour régler tous les problèmes en même temps. Donc, quand on a des kystes endométriosiques, un tiers d'entre eux vont avoir au moins de l'endométriose profonde, au moins un tiers. Et surtout lorsque les kystes sont volumineux, surtout lorsque la douleur est très importante. Les kystes ne donnent pas des douleurs très importantes, sauf rarement. Dès qu'il y a une douleur très importante, c'est deep endometriosis. Et souvent, lorsqu'on a des patients déjà opérés et qu'elles reviennent pour un kyste, sachez que la majorité d'entre elles ont de la deep endometriosis. Autre chose, pratiquement 10 à 12% vont avoir des lésions profondes et 70% dans certaines séries vont avoir de l'adénomiose associée. Donc, enlever un kyste, on ne règle pas tous les problèmes, loin de là, et on peut altérer la réserve ovarienne. Donc, aujourd'hui, les recommandations de l'échelon, c'est que enlever des kystes, oui, ça pourrait améliorer la fertilité spontanée, mais on le fera que vraiment si on a besoin d'obtenir ces bénéfices. Et quand on fait ces chirurgies, on a comparé les types de chirurgies qu'on peut faire. Globalement, on a la kystectomie, c'est l'excision, et les chirurgies ablatives, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le kyste, on va le laver, on va peut-être enlever une petite partie et détruire le reste avec une énergie. Eh bien, quand on fait ces chirurgies, les meilleurs résultats en termes de récurrence, de diminution de la douleur et de grossesse spontanée, c'est la kystectomie, c'est sûr. Mais la kystectomie, on le sait aussi, c'est l'une des plus délétères sur la réserve ovarienne par rapport aux autres techniques ablatives. Donc, il y a toujours une balance et un dilemme. Dois-je enlever plus de réserve ovarienne et favoriser plus de grossesse? Ou dois-je sauvegarder plus de réserve ovarienne mais accepter les récidives et moins de grossesse? Et le management chirurgical des endométriomes avant la FIV, est-ce qu'il va impacter les résultats? Parce que moi, je suis passé par l'époque où on se disait, il y a des kystes, c'est surtout de l'endométriose. On va virer d'abord l'endométriose et ensuite, on va passer en FIV, on va être dans de meilleures conditions. C'est faux, on n'est pas dans de meilleures conditions. On obtient les mêmes résultats en termes de naissance vivante, en termes de grossesse clinique et du nombre d'embryons obtenus par cycle quand on laisse les endométriomes en place ou quand on les opère. Donc, on n'opérera pas pour améliorer les résultats de la FIV. Mieux encore, regardez dans des études avec des très grandes séries, on obtient quasiment la même chose qu'on opère ou qu'on n'opère pas. Et donc, aujourd'hui, toutes les méta-analyses, toutes les recommandations disent opérer un kyste endométriosique pour améliorer les résultats, c'est mauvais. Mais ce qu'on sait, et on l'a vu tout à l'heure, j'ai parlé de la réserve ovarienne et du compte des follicules en trop qu'on nous rapporte toujours qui va s'améliorer après la kystectomie. Moi, je vois ce qui sort d'un ovaire pour dire oui. Eh bien, ce qui sort d'un ovaire, lorsqu'on a opéré les patientes d'une endométriose, c'est qu'elles font moins d'ovocytes et qu'elles ont besoin de plus de FSH pour donner suffisamment d'ovocytes pour obtenir des résultats en FIV. Donc, ces follicules en trop qu'on voit à l'échographie, moi, je ne sais pas s'ils répondent au traitement. Apparemment, non. Donc, je tiendrai compte de l'AMH. Et donc, la recommandation, c'est pas de chirurgie avant la FIV. Et souvent, on dit peut-être qu'il va y avoir des complications du genre abcès, du genre torsion, et tout ça, c'est assez rare, y compris la cancérisation. Je reviendrai dessus. Alors, est-ce qu'on doit se dire, mais évitons la chirurgie, c'est catastrophique, on vient de nous le dire tout à l'heure. Chaque fois qu'on peut éviter une chirurgie, oui, on doit l'éviter. Mais, encore un dilemme. Quand on laisse des kystes endométriosiques, on sait que ces kystes en place vont altérer la réserve ovarienne de par l'existence de l'endométriose. Alors on a un dilemme. Si je les laisse, ça baisse. Et si je les enlève, ça baisse. Et ça baisse même de façon significative. Là, on a comparé des patientes avec endométriome aux autres, avec le même âge, toutes les mêmes caractéristiques. Elles ont une baisse de la réserve ovarienne. Et non seulement il y a une baisse, mais dans l'étude Error, on a montré que ça baisse beaucoup plus vite chez une patiente avec un endométriome ou deux que chez une patiente pour laquelle il y a une baisse de réserve ovarienne pour une autre raison, simplement du fait de l'âge. Donc non seulement ça baisse, mais ça baisse plus vite. Peut-être qu'il faut opérer. Donc, est-ce que c'est bien de ne pas opérer? Non, ce qui est bien, c'est de ne pas perdre du temps avec des traitements inutiles chez des patientes qui veulent un bébé. C'est ça le problème, c'est que ces patientes viennent nous voir, elles ont un kyste, on ne sait pas s'il faut opérer ou pas, on leur dit, madame, je vais vous mettre sous analogue, et puis 3 ou 6 mois après, je remets du dianogeste derrière, et ainsi de suite, et puis on perd du temps,
Et l'endométriose continue à faire son effet sur l'ovaire et la femme continue à prendre de l'âge. L'âge. Et on doit savoir aussi que la grande majorité des grossesses arrivent lorsque on opère ces patientes, elles arrivent dans les 6 mois ou dans l'année qui suit. Donc, si on opère une patiente, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter encore, on ne donne pas de traitement contraceptif, on doit l'aider à calmer la douleur si elle a des douleurs encore, et normalement, si on l'a opérée, elle devrait en avoir beaucoup moins. Mais si on en a encore, on doit calmer la douleur et utiliser ces 6 ou ces 8 mois ou ces 9 mois en accord avec le score FI, parce que là, si le score FI est mauvais, il faut rapidement aller en FIV. Et si le score FI est bon, ben on peut se donner du temps pour la grossesse spontanée, mais sans lui donner un contraceptif. Donc, n'oublions pas aussi une chose qui est importante. J'ai dit tout à l'heure 40% sont infertiles ou 50%. Ben, lisons la phrase à l'envers. Ça veut dire que 50% peuvent avoir des grossesses spontanées. On ne doit pas l'oublier. Et si on leur donne des contraceptifs, on les empêche d'être enceintes. Regardez cette étude excellente de Maggiore, de l'équipe de Ferrero. Ils ont publié une série ils ont suivi plus de 1200 cycles chez des patientes qui ont un endométriome jamais opéré, jamais de traitement hormonal. Et ils ont vu que elles ovulaient des 2 ovaires, celui qui a un endométriome et celui qui n'a pas. Et qu'ils obtenaient des grossesses dans 43% des cas de façon spontanée, et que l'ovulation se fasse de l'ovaire opéré, de l'ovaire avec kyste, de l'ovaire sain, c'était les mêmes taux de grossesse, et mieux encore, qu'il y ait une endométriose profonde ou pas, c'est les mêmes taux de grossesse. Donc d'abord, quand on reçoit une patiente avec un endométriome, on doit bien sûr checker tout le bilan de l'endométriose, sa réserve ovarienne, et s'assurer est-ce qu'elle ovule ou pas, et optimiser au niveau des relations sexuelles, au niveau de la douleur, pour qu'elle puisse avoir des relations sexuelles, et si elle n'ovule pas, la faire ovuler, monitorer l'ovulation pour s'assurer qu'on a pris 6, 7, 8 mois pour obtenir la grossesse spontanée. Testons d'abord sa fertilité spontanée avant de se jeter sur la chirurgie ou sur la FIV. Évidemment, on aura tout checké, sperme normal et trompe normale. Les différentes autres thérapeutiques qu'on peut avoir pour ces patientes, c'est FIV en première ligne, mais c'est ce qui est souvent recommandé aujourd'hui, y compris avec les grands chirurgiens, ils l'ont dit, sauf lorsqu'il y a un problème d'organe, mais on doit toujours bien sûr tenir compte de la vie de la patiente. Est-ce qu'elle veut la FIV ou est-ce qu'elle ne la veut pas? Il y en a qui ne veulent pas. La deuxième chose, il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils ont une assurance qui va payer pour la chirurgie, mais pas pour la FIV. Or, pour obtenir de bons résultats en FIV, il faut plusieurs cycles, 3, 4, 5 cycles pour obtenir les fameux 60-70% de naissances vivantes, alors qu'elles n'ont pas les moyens de ça. Elles ont juste une assurance qui va payer pour une chirurgie. Mais là, on sera obligé d'aller en chirurgie parce qu'il n'y a pas d'autre alternative au lieu de perdre du temps. Il faut faire attention chez les patients de plus de 35 ans, FIV première, baisse de la réserve ovarienne, FIV première. Bilatérale, comme on a dit, la chute de la réserve ovarienne est tellement importante et parfois on a des absences de réponse totale après une chirurgie bilatérale. Autre facteur d'infertilité, notamment masculin. Et il faut aussi considérer qu'on peut utiliser des moyens d'ablation tels que la sclérothérapie dans le cas où on va en FIV et qu'on a des kystes gênants pour la ponction. Ça ne va pas améliorer les résultats en termes de rendement, mais ça va permettre une meilleure ponction, un meilleur accès aux follicules, donc plus d'ovocytes, plus de chances de grossesse. Et lorsqu'on fait cette sclérothérapie pour préparer ces patientes éventuellement à la FIV, parfois on a des grossesses spontanées après sclérothérapie. Regardez ce qu'on voit. La seule chose qui ne baisse pas entre avant sclérothérapie et après sclérothérapie à l'alcool, c'est la réserve ovarienne mesurée par l'AMH. On diminue la taille des kystes, on diminue le score de la douleur et on ne change pas la réserve ovarienne. Ça, c'est la sclérothérapie par voie éco-guidée. Ce n'est pas la sclérothérapie par célioscopie présentée par Roman et d'autres. Et lorsqu'on fait ces sclérothérapies, il y a des études qui montrent que dans le groupe chirurgie par rapport à la sclérothérapie, la baisse de l'AMH est significativement plus importante dans le groupe chirurgie évidemment, et que même chez les patientes avec une réserve ovarienne à la tendance baissière, celle qu'on a peur d'opérer justement, la sclérothérapie n'a aucun impact sur la baisse de la réserve ovarienne si elle est faite bien sûr de façon éco-guidée par voie vaginale. On ne parle pas de la celluliochirurgie. Et que
voilà, on peut avoir des taux de récurrence qui sont à peu près celles qu'on a avec les kystectomies. On améliore les symptômes douloureux et on utilise la technique de rétention. On laisse l'alcool ou bien on l'enlève au moins après 10 minutes et on obtient des taux de grossesse très significativement intéressants chez les patientes qui ont eu une sclérothérapie avec une FIV derrière comparé à celles qui ont eu une chirurgie avec une FIV derrière, parce qu'on a été conservateur sur la réserve ovarienne et des taux de grossesse qui sont significativement plus intéressants dans cette étude publiée dans Radiologie. Et en plus, c'est une équipe espagnole de Barcelone qui l'a démontré, c'était cost-effectif parce que ça coûte rien du tout de faire une sclérothérapie, ça n'a rien à voir avec une chirurgie. Et si on choisissait la chirurgie première, puisque là on est dans les dilemmes, eh bien, pour les patients qui ne veulent pas de la FIV, il faut aller en chirurgie, je l'ai dit tout à l'heure. Chez les patients qui sont jeunes, oui, pourquoi pas la chirurgie, puisque les résultats sont bons. On enlève généralement une très bonne réserve ovarienne. Il faut toujours la mesurer avant toute chirurgie. Et si on veut opérer une endométriose de préférence, gardons un chiffre facile en tête, 4. Si elles ont 4, vous enlevez un endométrium, elles tombent à 2,5, c'est pas mauvais. Elles sont revenues à une réserve ovarienne tout à fait acceptable. Uniquement s'il y a un kyste unilatéral, évidemment, il faudra toujours faire, et ça on ne le dit pas, qu'est-ce que vous voyez sur l'ovaire qui paraît sain? Je vais opérer un ovaire qui a un kyste, peut-être que c'est lui qui compense sur l'AMH, et peut-être je vais détruire cet ovaire qui a le plus d'ovocytes, et j'ai pas bien regardé l'autre ovaire qui est peut-être avec un compte des follicules en trop qui est très bas, parce que l'AMH ça mesure les deux, le compte des follicules en trop, vous mesurez un par un. Et bien, si l'ovaire contralatéral qui apparaît sain a très peu de follicules, je ferai très attention avant de toucher à cet ovaire. Et il faut toujours chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une lésion profonde, une lésion digestive, une lésion latérale. Si vous êtes capable de la gérer, c'est très bien. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas à vous d'opérer ce type de patiente. Et il faut toujours leur expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos limites, quelles sont éventuellement les complications et qu'est-ce qui va venir derrière cette chirurgie. Il ne faut pas simplement les opérer et dire ça y est, j'ai enlevé le kyste, tout va bien, il y avait quelques petites lésions superficielles, rentrez chez vous, vous êtes guéri. Il faut lui donner un programme. Donc combien de temps vous devez attendre la grossesse? Et si cette grossesse ne vient pas, vous devez passer rapidement en FIV. Et si on opère, quelle technique choisir? Là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va parler de beaucoup de choses. L'AMH, le compte des follicules en trop. Certains vont dire, moi, avec le plasma, j'ai que 0,6 mm sur le kyste. D'autres vont dire, moi, avec le laser, je maîtrise très bien, c'est à peu près 1 mm. Et d'autres font de la bipolaire, et d'autres font rien, et d'autres font de la sclérothérapie péropératoire. Pour résumer un petit peu ce qu'il y a. La plus mauvaise option, c'est la bipolaire pour faire un traitement conservateur. C'est pas la kystectomie, on ouvre le kyste, on le lave et on détruit soi-disant la coque pour garder de la réserve ovarienne. Le pire, c'est bipolaire. Et c'est celle que nous avons tous. Donc, faut arrêter de faire ça, on détruit l'ovaire. Les moins, par ordre de décroissant, c'est plasma, parce que ça va sur 0,6 mm, et c'est à peu près l'épaisseur du kyste endométriosique. Le laser CO2 fait un peu moins bien, et il y a la sclérothérapie laparoscopique, puisqu'ici on est en chirurgie, je ne parle pas de celle qui est éco-guidée, mais là il y a une baisse significative de l'AMH. J'en ai discuté à l'ESGE il y a quelques semaines avec Horace Roman, puisque c'est lui qui rapporte ce travail. Contrairement à toutes les sclérothérapies par voie éco-guidée, lui, il rapporte une baisse significative de l'AMH. Et en fait, lui, il opère des endométrioses sévères sur lesquelles il y a des adhésiolyses extensives. Et l'adhésiolyse est aussi un facteur de destruction de l'ovaire lorsque les adhérences sont très fortes. Il ne faut pas croire que juste parfois on décolle, il n'y a pas de problème. Ben, le kyste aussi, on le décolle de l'ovaire. Que vous décolliez l'ovaire de l'utérus ou que vous le décolliez de l'endométrium, c'est pareil. Là, c'est une étude assez intéressante que j'ai trouvée. Ils ont comparé un traitement conservateur et ils ont à la kystectomie. Et ils ont la kystectomie avec GnRHA 2 mois avant et 2 mois après, et kystectomie avec Dienogest 2 mois avant et 2 mois après. Et ils ont montré qu'avec le Dienogest, les patientes qui étaient opérées avaient retenu au moins 70% de leur AMH d'avant la chirurgie. Au moins 70%, c'est intéressant, ce qu'ils n'avaient pas observé avec
les agonistes. Et il semblerait que cet effet bénéfique soit lié non pas aux effets de blocage, mais surtout à l'effet anti-inflammatoire du dienogeste. Et cet effet anti-inflammatoire jouerait un rôle dans la destruction de l'ovaire avec une année de suivi. Et quels sont les résultats de ces techniques ablatives ou extirpatives, notamment lorsqu'on utilise le plasma, lorsqu'on utilise le laser? J'ai extrait une petite partie de l'étude parce qu'elle est trop longue, trop de détails, qu'on n'aurait pas eu d'informations à retenir pour la pratique de tous les jours, qu'on peut améliorer les résultats et que grossièrement, quand on opère nos patientes avec la chirurgie seule, 30 à 50% de grossesse dans les meilleurs cas. Lorsqu'on associe chirurgie et assistance médicale à la procréation, ça peut aller jusqu'à 70%, en sachant que lorsque vous avez les résultats post-opératoires, très souvent, ils sont mélangés avec la FIV. Professeur Perrebari nous a dit tout à l'heure que c'était pratiquement un tiers, deux tiers pour la FIV post-opératoire. Et ça, c'est les gens qui sont honnêtes qui disent ça. La majorité, on dit, moi, j'ai fait 90% après la chirurgie et seulement 10% en FIV. C'est que probablement, ils sont mauvais en FIV. Je ne dirais pas qu'ils nous donnent des résultats approximatifs. Et lorsqu'on fait la FIV toute seule, il faut plusieurs cycles pour atteindre la même chose que la chirurgie avec 2 cycles de FIV derrière. Donc, c'est toujours un choix économique, un choix à discuter avec la patiente, un choix de nos possibilités chirurgicales, un choix sur la qualité des centres de FIV que nous offrons à nos patientes. Et enfin, pour terminer sur un autre élément de dilemme, c'est que on parle des complications de l'endométriose. Il y a les complications digestives, urinaires et tout ça, ça nécessite la chirurgie, il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais il y en a un, celui-là, il est rare. Chirurgie, ponction, j'ai sclérosé je ne sais plus combien de kystes, j'ai ponctionné je ne sais plus combien d'endométriose, et bien les abcès, c'est rare, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, et si ça arrive, il faut être réactif, il ne faut pas attendre que la patiente reste 15 jours avec des douleurs et des antibiotiques qui vont faussement la guérir. Ça ne guérit pas l'abcès, l'antibiotique, il faut aller tout de suite vider cet endométrium qui est infecté rapidement, dès qu'elle vous signale qu'elle a mal, qu'elle a un peu de fièvre, regardez l'endométrium, faites les tests d'infection, ponctionnez-le à nouveau. Où est le problème? On peut le reponctionner. On peut à nouveau le laver avec de l'alcool ou ce qu'on veut et mettre derrière une antibiothérapie guidée par l'antibiogramme et on guérit ces ponctions infectées. C'est pas un problème. Le gros problème qu'on discute, c'est le risque aussi de cancérisation. Bien sûr, les facteurs de risque sont bien sûr l'avancée dans l'âge. Lorsqu'on a une paroi kystique qui est suspecte, très volumineux kyste, et là, c'est l'IOTA qui va nous guider vers les choix. Ajoutez une IRM si vous avez un doute sur un risque de cancérisation, surtout pour les patientes qui ont pris de l'âge. Mais ce risque ne doit pas être extrêmement terrorisant. On peut estimer qu'à peu près 1% des endométrioses vont se transformer en cancer. Et ce risque relatif est multiplié par 2 chez les patientes avec endométriose. Mais ça pose quand même la question dont on a discuté tout à l'heure, c'est d'arriver à la chirurgie de clôture. Parce que ces endométrioses, la majorité, quand elles ont des endométrioses très sévères, très invalidantes, une fois qu'on a fait tous les traitements, qu'on a obtenu 1 ou 2 grossesses, elles arrivent à l'âge de 41, 42 ans, on a fini avec l'espoir de grossesse ou le désir de grossesse. Il faut peut-être penser à la chirurgie de clôture, où à ce moment-là, on va traiter toutes les lésions et on va donc réduire ce risque de cancer, parce qu'on ne sait pas très bien aussi, chez les patients qui font un cancer de l'ovaire, est-ce qu'elles étaient endométriosiques auparavant? On n'est pas sûr. Beaucoup ont eu leur grossesse avec très peu de douleur. Peut-être que beaucoup de cancers de l'ovaire sont derrière des endométrioses qui étaient méconnues. On ne sait pas très bien. Et donc, à la fin, il faudra penser à cette chirurgie qui, en plus, va régler le problème de l'adénomiose associée, qui à l'âge de 42, 43 ans chez ces patients devient la vraie problématique. Elles ont très mal, elles ont des hémorragies, elles ont de l'anémie sévère, elles en ont parfois marre de 20 ans de traitement médical, et c'est là où cette chirurgie de clôture peut trouver sa place. Donc, ça sera toujours une décision qui doit trouver la balance. Risque-bénéfice, possibilité de la patiente, choix de la patiente, non-possibilité dans nos centres, ou en FIV, ou en chirurgie. Et si on a de la chance d'être dans une équipe multidisciplinaire, c'est encore mieux. Je vous remercie.